chacun le comprend comme il le veut. Moi, j'ai pensé que c'était l'articulation entre littérature et histoire qu'il fallait déplacer, décentrer vers la Russie, comme vous dites, que je ne peux pas m'empêcher de renommer URSS, parce que je ne suis pas sûre que la Russie d'aujourd'hui soit totalement sortie de ce point de vue de ce qui a été imprimé en URSS, dont je vous rappelle que la caractéristique a été que c'était un pays qui a eu les frontières fermées, ce qui pour l'histoire a des conséquences. On ne le mesure pas, je tiens à le dire. Il y a des historiens qui travaillent en ouverture de frontières et qui en ont l'habitude, pour qui c'est une chose évidente, et d'autres non. L'État soviétique, donc, s'est très vite octroyé le monopole de la parole sur l'histoire, on le sait, le contrôle total des sources et des interprétations, il faut vraiment se le rappeler. Et s'est institué en ce que Bronislaw Batchko appelait gardien de l'imaginaire social. Et c'est donc sur cette articulation histoire et littérature que Batchko énonce cette formule. L'histoire a été mise en demeure de servir la mythologie officielle. Elle était censurée et réécrite pour ce qui concernait la période pré-révolutionnaire et soumise au filtre et au moule au sens le plus concret de l'idéologie d'État dans ses versions successives. La littérature, soumise aux mêmes contraintes et aux canons changeants de ce qu'on a appelé le réalisme socialiste, a pu résister peut-être davantage à cet accaparement et à cette spoliation de l'espace public. Elle a été amenée à remplir, c'est là le point, une fonction dévolue, semble-t-il, à l'histoire dans la culture occidentale, celle de tenter de nommer, sinon le réel, du moins la vérité, et de se substituer à l'histoire. Non pas de la compenser, mais de se substituer d'une autre manière, ou du moins d'en assurer une part de survie. Et c'est là-dessus que je parle. Ce type d'énoncé, celui du fait, qui est au plus près de la vérité, ou plus exactement, de fait, de la justicité, la justesse du regard et de l'énoncé, se conçoit chez nous comme une parole de transparence et de rationalité. Mais là, je nomme un certain nombre de problèmes qu'il faut prendre en considération pour comprendre l'état actuel de la pensée historique littéraire en Russie. Le problème premier est que la transparence, dans ce temps de très grand contrôle, de contrainte, de hyper-censure, j'y reviendrai, pose problème puisque la clarté vous livre directement à la censure, avec évidemment évacuation de toute possibilité d'être imprimé. Et en littérature, à l'inverse, le réalisme auquel on est obligé de se plier est une obligation à ne pas nommer le réel, mais son travestissement. Le réel est alors déraisonnable, irréel. Il est en non-correspondance totale avec la perception qu'on en a. Et les mots, à ce moment-là, qui lui sont apposés, n'ont plus de signification. Et la violence, celle de cette contrainte, euphémisme, se perçoit comme irréalité ou même innommabilité. Dans une telle situation où c'est le mutisme qui est la voie ouverte et qui a été largement pratiquée, il faut en prendre la mesure, le mensonge, la compromission, évidemment, mais la solution est celle de la transposition et de la parole médiatisée. Pour les historiens, refuge dans les études antiques, orientales, etc., où un temps il y a pu avoir pensé encore. Et pour ceux qui veulent rester au plus près de contemporains, il y a évidemment le recours aux mots de la littérature grâce à la métaphorisation, qui est ici salvatrice. La terreur oblige à ne pas regarder en face, à avoir un regard biaisé, c'est celui de la métaphore. Je cite Laurent de Gigny, « La métaphore conjure l'innommé de la chose, en sorte que l'innommable reste présent à l'esprit en même temps que le non métaphorique autorise l'identification de la chose, dans La terreur et les signes. » Donc, la littérature se propose à ce moment-là comme issue, et pas simplement compensation. Ça lui donne une sorte d'énergie interne qui renforce justement son pouvoir de métaphorisation. Pendant la période de la guerre civile, dès le début, dès après la Révolution, la violence sociale a instauré une rupture avec le langage. Et le traumatisme non nommé devient une norme de vécu ordinaire. L'habitude a été prise de voir tuer les hommes, mais aussi de voir tuer les mots capables de dire l'événement.
Les répressions, d'ailleurs, ont été particulièrement violentes immédiatement chez les intellectuels soupçonnés d'une aptitude à nommer le réel. Ont été frappés en premier, préventivement, je peux dire, les linguistes, les historiens, les anthropologues, puis les poètes et écrivains soupçonnés d'indocilité virtuelle. Leurs rangs ont été décimés. 1922, c'est l'année où a été institué ce qu'on a appelé le bateau des philosophes, philosophes étant un terme englobant, c'est-à-dire les sciences humaines et sociales, de ceux qu'on expédie à l'étranger d'office, exil forcé, pour ne pas avoir à les mettre au goulag lorsqu'ils ne l'étaient pas ou qu'ils y avaient échappé. Les exécutions, les arrestations étaient incessantes. Et donc, les écrivains, comme les historiens, ont été, contraints au mensonge, au mieux par omission. Donc, métaphore qui reste. Rares sont ceux qui, en fait, n'ont pas renoncé à cette vocation des mots, à utiliser la littérature dans sa grande fonction. Et je crois que seuls 2 écrivains ont eu le courage de continuer à affronter le réel qu'on ne voulait pas nommer dans leur œuvre. Et c'était une nécessité intérieure qui était sans doute plus forte que la peur. L'un est le grand poète Ossip Mandelstam, l'autre le non moins grand prosateur André Platonov. Ils sont tous 2 entrés en résistance par les mots, au nom de la survie des mots, dans leur pouvoir de nommer les choses, et contre un désastre dont a parlé très tôt Mandelstam, en pleine guerre civile, anticipant sur ce qui allait venir. Et il dit « Pour la Russie, être coupée de l'histoire, être exclue du royaume de la continuité et de la nécessité historique, de la liberté et de la logique, reviendrait à être coupée de sa langue. Le mutisme de 2 ou 3 générations amènerait la Russie à une mort historique. Et inversement, être coupé de la langue signifierait pour nous être coupé de l'histoire. L'histoire russe marche au bord, au ras, au-dessus d'un précipice et elle pourrait à tout instant sombrer dans le nihilisme, se couper du langage. Il existe des feux inextinguibles sur notre terre imprégnée de pétrole. Si on en allume un quelque part, il brûlera des dizaines d'années. Rien n'en peut neutraliser la flamme vorace. Il faut la laisser brûler, évitant ces lieux abhorrés où l'homme n'a plus rien à faire, vers lequel il ne hâtera pas le pas. Cet article, écrit en 1922 dans un essai de la nature du verbe, commence par un défi, puisqu'il cite en exergue les vers d'un poète ami, Goumilev, qui vient d'être fusillé, et qui dit « Et tels des abeilles dans la ruelle déserte, morts, nauséabonds, sont les mots. » La mort des mots dans la ruelle déserte n'est pas que celle de la littérature, elle est aussi la mort de l'histoire. L'énoncé des faits, tels qu'ils vont apparaître dans le commentaire et l'histoire officielle, on le sait, confine de plus en plus au déni de réalité. Récit enthousiaste des grands chantiers de construction de puissance industrielle, au lieu de nommer le goulag. Ou encore, découlakisation masquée, la famine organisée qui a décimé la paysannerie en 29-33, a, sous couvert de collectivisation, pris les traits les plus joyeux. Les sources et les chiffres étaient cachés, truqués, l'histoire était bannie. Et on sait maintenant que ce sont les événements marquants du siècle qui ont été effacés de la possibilité de les exprimer. Restait la littérature. Dans son poème « La Crimée affamée », Mandelstam ose évoquer la grande famine. Printemps froid, Crimée affamée et timide. Écrit en 1933 à vif, ce poème lui a valu d'être d'abord arrêté, exilé, puis ensuite de mourir au goulag en 1938. Il en va de même pour Platonov. Sa prose est une insurrection permanente contre la mort des mots et l'imposition des clichés. Il remanie les stéréotypes du discours officiel, les fait jouer jusqu'à l'absurde. Et donc, par là, il incite à penser, mais ne produit pas un savoir. D'où la nécessité de lire et de relire. Et je dis que c'est là une œuvre de l'histoire en marche, pour nous, et non pas un savoir transmis. Ce n'est pas un hasard si on le nomme parfois le Kafka russe. Il a su entendre la catastrophe à l'œuvre au travers du désir d'utopie qui dévorait les cœurs. Bon, là, je passe. Je voulais vous parler de ces 2 œuvres, mais je ne le fais pas parce que je n'ai pas contrôle, mais je crois que j'ai dépassé les 7 minutes. Donc, la littérature, à partir de la libéralisation du moins annoncée par le 20e Congrès, et donc la baisse de la censure, à ce moment-là, menait un combat pour la vérité. C'était explicite, c'était comme ça qu'on le disait, c'était le mot d'ordre de toute une génération d'écrivains qui sont nés dans les années de terreur et ont voulu constituer par la littérature la mémoire manquante de leurs parents, l'histoire impossible. Et donc, beaucoup d'entre eux ont osé rompre le silence à propos du goulag et évidemment de la Shoah.
ou disons du génocide, l'extermination des Juifs. Cette littérature a été une nourriture spirituelle et intellectuelle pour toute une population qui n'était pas forcément seulement un milieu d'historiens, mais vraiment les lecteurs, qui étaient absolument assoiffés d'une vérité, car justement, ils étaient privés d'histoire. Et les grosses revues publiaient les poèmes sur la guerre, dans lesquels se disaient des choses que eux savaient, et que là, ils pouvaient voir mis en mots. Mais là, je songe à la grande vague des mémoires des camps, comme ceux de Ginsburg ou des années terribles, Mandelstam, la femme de Mandelstam, et deux catégories d'écrits font apparition. Un concerne plus directement la littérature, je pense à Babillard de Kuznetsov, c'est-à-dire des écrivains pour qui le fait est à saisir dans l'archive et le document, dans l'interview, dans finalement la fonction, disons, d'enquête que l'historien a amenée. Et là, son montage est à la fois historique, substitut d'histoire, et en même temps littéraire, dans la mesure où la part autobiographique assure une légitimité à la construction, au montage, à la réalisation proprement littéraire, la littérarité de son ouvrage. La deuxième série de productions concerne la mémoire, les mémoires, dont évidemment la force d'expression subjective est aussi constructrice d'œuvres. Donc pour faire vite, je dirais que face à cette histoire officielle faussée et truquée, dont on tente aujourd'hui encore qu'elle soit vraiment mise à mal par les historiens, de façon à conserver des mythes, c'est le rôle de la censure qu'il faut voir ici, et j'en termine là-dessus, en disant que c'est là le personnage qui, au fond, articule le mieux ces histoires de couple, mais le terme est un petit peu difficile ici, cet difficile équilibre entre littérature et histoire, puisque tantôt il reverse, plus la censure est forte, plus la littérature est investie de cette fonction, justement, de s'approcher au plus près du fait et surtout de donner à penser la complexité telle que les gens l'éprouvent et qu'aucune histoire officielle ne peut donner à penser.